Aujourd'hui, je suis très contente de vous partager une entrevue que j'ai réalisée avec Andréane Trudeau, audiologiste, qui pratique en clinique privée chez la clinique Audiologique. Elle est d'ailleurs copropriétaire de la succursale de Granby. J'ai voulu jaser avec Andréane parce qu'il y a beaucoup de questions, d'interrogations ou de confusion, je vais dire ça, en lien avec les pertes auditives, que ça soit des pertes auditives, je vais dire des pertes auditives souvent plus temporaires, donc des pertes auditives chez les jeunes enfants qui sont liées par exemple à des otites, du liquide derrière les tympans ou tout ça. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui consultent en orthophonie et qui ont des pertes auditives. Et on a jasé ensemble de ben, c'est quoi l'impact quand l'enfant entend pas ou entend moins bien? Qu'est-ce qui fait qu'il entend pas ou qu'il entend moins bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là? Est-ce que son langage se développe quand même? Est-ce qu'on peut continuer à faire de la stimulation en orthophonie? Etc., etc. Est-ce que ça l'explique, les difficultés langagières, les pertes auditives? Est-ce que ça peut expliquer que le langage de l'enfant se développe moins bien? Bref, c'est tous des sujets dont on a parlé ensemble pour lesquels je sais que les parents se posent souvent des questions. Donc, on va démystifier tout ça ensemble aujourd'hui. Allô Andréane, comment ça va? Allô, Lauriane, ça va très bien, toi? Ça va bien, je te remercie. Ben d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation à venir jaser avec moi aujourd'hui. C'est une première. J'ai reçu beaucoup d'orthophonistes sur le podcast. Première fois que je reçois un audiologiste, donc très heureuse que tu sois là aujourd'hui. Mais ça me fait un grand plaisir. En fait, c'est ça, je t'ai invitée parce que, ben, on va démystifier peut-être plein de choses en lien avec l'audition, les tests en audiologie, quand est-ce qu'on doit peut-être s'inquiéter, quand est-ce qu'on doit consulter, tout ça. Fait qu'on va faire le tour de tout ça, peut-être pour mieux éclairer les parents. Bref, expliquer un peu le lien entre le langage aussi, l'audition et tout ça. Excellent. OK, ben tu sais, en gros, mettons, est-ce que tu peux me dire, une audiologiste, c'est quoi? On va commencer avec ça. Oui. Donc, dans le fond, l'audiologiste, c'est vraiment le professionnel là, qui va s'occuper d'évaluer, dans le fond, les troubles auditifs, mais aussi les troubles vestibulaires dans certains cas. Donc, on est vraiment des professionnels là, qui détiennent une maîtrise, là, comme les orthophonistes actuellement. Puis, notre rôle, c'est vraiment d'évaluer l'audition dans un contexte de communication. Fait que enlever, en fait, là, toutes les barrières là, qui pourraient être liées à l'audition pour que les gens puissent bien communiquer avec les membres de leur entourage, dans leur milieu de travail, dans leur milieu scolaire et tout ça. Là. Donc, on est vraiment autant en évaluation qu'en réadaptation là, aussi. OK, parfait. Ceci étant dit, ben c'est ça. Je l'ai voir avec toi parce que souvent quand on est, ben en tout cas moi comme orthophoniste, ça m'arrive très très souvent de référer en audiologie. Mhm. C'est pour moi c'est quelque chose qui va un peu de soi quand on a, là je parle pour les cocos préscolaires là, mettons, on va commencer par là, mais tu sais les jeunes enfants quand il y a des difficultés au niveau du langage, du développement du langage, tout ça, pour moi ça va un peu de soi de référer en audiologie pour aller vérifier justement les capacités auditives, est-ce que l'enfant entend ou tout ça. Fait que, mais c'est très large dans le sens où, tu sais, on vous réfère en audiologie, tu sais, souvent les parents ils ont comme des points d'interrogation, mais mon enfant, il entend. Mais tu sais, est-ce que tu peux un peu démystifier tout ça? Pourquoi c'est important peut-être de faire l'évaluation en audiologie? Qu'est-ce qu'on cherche à aller vérifier, même si on pense que notre enfant entend? Oui. Ben dans le fond, c'est ça. C'est que l'évaluation en audiologie, oui, on va déterminer effectivement si l'enfant était en mesure d'entendre, mais c'est surtout à quel degré. Tu sais, parce que Mhm. souvent, les enfants, mettons, qui vont arriver plus du secteur médical, donc médecin de famille, ORL, souvent vont avoir des particularités, puis on pourra en reparler plus tard, là, mais tu sais, Mhm. d'otite ou de liquide et tout ça. Mhm. Les parents vont me dire, ben, OK, mais mon enfant, moi, j'ai l'impression qu'il entend, mais il y a du liquide. OK, mais on n'est Mhm. pas capable de dire à quel niveau, à quel volume il va commencer à entendre les sons Mhm. dans ce contexte-là, finalement. Mhm. Puis ça, un médecin ne pourra jamais le dire. Ça prend absolument les évaluations, le fait en audiologie, pour quantifier, en fait, l'audition. Puis, tu sais, nous, notre rôle, c'est d'évaluer aussi fréquence par fréquence. Donc, pour ceux qui sont moins connaissants là, de ça, donc un son, hein, ça va être une fréquence qui va être perçue par notre système auditif. Donc, un son grave, donc un son de basse fréquence, là, je l'imagine souvent comme un son de moteur, par exemple. Mhm. Ou les petits chants des oiseaux, les alarmes, les sonneries, ça va être plus un son aigu, donc un son de haute fréquence. Mhm. L'oreille humaine en perçoit de
très grande étendue, tu sais, des sons très, très graves, des sons plus moyens, puis des sons très, très aigus. Mhm. Sauf qu'on n'entend pas toutes ces différentes fréquences-là, en fait, là, au même volume, et c'est là qu'on est capable d'aller dire, bien, si tu entends tel son, puis pas tel son, ça se peut que ça ait un impact sur comment tu vas comprendre ou enregistrer, en fait, ce qui est dit, donc la parole. Donc, Mhm. pour les enfants qui sont dans un contexte de difficulté langagière, ben là, ce qui est important, c'est que peut-être qu'il entend le camion de poubelle qui passe en avant de la maison parce que c'est un son grave, mais s'il y a une perte auditive dans les sons aigus, ben à ce moment-là, ça se peut qu'il encode pas bien certains sons comme les F ou les S, par exemple. Alors, s'il y a de la difficulté à les prononcer, c'est peut-être parce qu'il les entend pas. Mais dans la vie de tous les jours, pourrait avoir l'air d'être fonctionnel. Donc, tu sais, c'est Mhm. vraiment un petit peu notre rôle, c'est d'aller préciser, en fait, qu'est-ce que l'enfant entend ou entend pas bien pour être capable d'aiguiller, en fait, les intervenants après ça pour qu'il y ait un travail qui est optimal qui est fait. Puis dans un cas, mettons que ça serait une perte auditive qui serait permanente, bien là, on va pouvoir aller corriger ça, là, soit avec des appareils auditifs ou des choses comme ça. Mhm. Oui, parfait. Ben, merci pour ces précisions. Je pense que ça l'explique mieux la raison parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'entends vraiment très, très souvent. Oui, mais il entend, mais oui, mais il entend quoi et à partir de quel niveau? Ça Oui, va. exactement. Puis, tu sais, Parfait. par expérience, là, dans le fond, tu sais, pour les petits cocos, généralement, là, les signes que les parents vont me noter, là, j'ai des doutes. Là, j'ai l'impression qu'il n'entend pas Mhm. bien. Bien, on va Mhm. parler de surdité souvent qui vont être à des niveaux modérés. OK. La surdité modérée, OK. on va quand même avoir une atteinte qui est nuisible au point de vue de l'acquisition du langage, mais au point de vue aussi de d'autres apprentissages. Puis c'est généralement à ce niveau-là que les parents vont commencer à avoir des doutes. Mhm. Fait que tout ce qui est surdité plus légère, qui peuvent nuire aussi, mais les parents n'auront pas de doute à ce moment-là. C'est très discret comme signe, puis les enfants vont compenser énormément ce genre de perte auditive-là. C'est très sournois. Ah ah, c'est intéressant. Puis, tu en as parlé un petit peu là, rapidement tantôt, mais là, des fois, la perte auditive, elle peut être entraînée par du liquide dans les oreilles, par une otite. Il y a comme tout cet aspect-là aussi qui va avoir un impact sur l'audition, en fait. Oui. Donc, chez les enfants en préscolaire, c'est la problématique la plus répandue, la plus fréquente là, de ce qu'on évalue, particulièrement dans des saisons comme actuellement, là où tout le monde est un peu enrhumé. Mhm. Dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que chez les enfants, la structure du visage, du nez, de l'aération, en fait, elle n'est pas tout à fait équivalente à celle d'un adulte. Donc, spécifiquement, là, je vais vous sortir des termes anatomiques, là, mais en Vas-y, gros, vas-y. le nez et les oreilles sont reliés par un petit tuyau qu'on appelle la trompe d'Eustache. Donc, Ouais. c'est vraiment une espèce de petit tube qui s'ouvre et qui se ferme de façon régulière là, quand on parle, quand on mange, quand on avale. Ça nous permet d'équilibrer la pression de chaque côté du tympan pour être sûr qu'on n'ait pas l'impression d'avoir les oreilles bouchées. Donc, tu sais, pour Mhm. ceux qui auront déjà pris l'avion, par L'avion. exemple, Mhm. quand on baille puis qu'on mange de la gomme pendant qu'on atterrit, ben c'est à ça que ça sert la trompe d'Eustache, de faire équilibrer ces pressions-là. Ouais. Chez les enfants, la trompe d'Eustache est horizontale par rapport au nez. Ça veut dire que dès que l'enfant est congestionné, le mucus va aller bloquer l'entrée de la trompe d'Eustache, ça peut rentrer dans les oreilles, puis après ça, on peut se ramasser avec des otites. C'est vraiment très fréquent, alors que chez l'adulte, ben, ce petit tuyau-là, la trompe d'Eustache, va s'incliner, devenir de plus en plus vertical. Fait qu'à un moment donné, on arrête d'être congestionné au niveau des oreilles quand on l'est au niveau du nez. OK? Mhm. Fait que c'est notamment pour ça aussi que les médecins, là, de façon générale, vont recommander aux parents de faire de l'hygiène nasale, donc de l'eau Mhm. saline dans le nez de façon régulière. Ben, c'est aussi pour éviter les otites en raison de cette obstruction-là qui peut arriver Mhm. là, au niveau des muqueuses. Fait que quand ça fonctionne pas bien, ben, on Mhm. peut avoir deux types d'otites. Il peut avoir Mhm. les otites moyennes aiguës, donc qui sont les otites infectieuses. Donc, les fameuses otites là, qui font mal, qui à la limite des fois perforent. Mhm. L'enfant va souvent avoir des symptômes, là, va se plaindre de douleur, peut faire de la fièvre également. Donc, généralement, ça, c'est les otites que les parents vont nous rapporter pour Mhm. lesquels ils vont avoir consulté. L'autre otite, c'est ce qu'on appelle l'otite séreuse. Donc, ça, Mhm. dans le fond, c'est qu'il y a du liquide qui va se ramasser derrière la cavité
du tympan, en fait, là. Fait Mhm. que quand la trompe d'Eustache ne fait pas adéquatement son travail, donc ne permet pas d'aérer comme il faut l'oreille, ben les petites cellules qui tapissent en fait l'oreille Mhm. va se mettre à produire du liquide en fait. Donc c'est Mhm. vraiment un liquide qui est produit par notre corps. Là. C'est pas du liquide nécessairement qu'on aurait avalé, là, comme de l'eau saline, par exemple. Mhm. C'est vraiment le corps qui va produire ça. Puis, ce liquide-là, s'il reste là trop longtemps, il va s'épaissir, il va devenir comme de plus en plus comme du jello finalement. Puis c'est à ce moment-là que la perte auditive va s'occasionner parce que le son ne sera pas en mesure là, de se rendre à l'oreille interne. Un petit peu Mhm. au même effet que si on avait un gros bouchon de cire dans l'oreille. Donc ça va faire comme un mur, puis ça va empêcher le son de se rendre adéquatement. Donc ça, Mhm. c'est les deux trucs qu'on va voir là, le plus souvent chez les enfants. Mhm. L'affaire, c'est que les enfants avec les otites séreuses ne se plaignent pas. Ça fait pas mal, c'est pas Mhm. infecté, ils n'ont pas besoin d'avoir un traitement antibiotique pour ça. Et comme ça devient de plus en plus épais graduellement, les enfants ne se plaignent pas qu'ils entendent moins bien. Parce que Mhm. c'est quelque chose qui va arriver tranquillement, pas vite. Donc, eux compensent tranquillement là, ce changement-là au niveau auditif. Donc, c'est très long avant qu'on s'en rende compte également. OK, tu vois, je savais pas. J'apprends des choses aussi. OK. Puis dans le fond, tu sais, moi, c'est drôle parce que les parents, quand ils reviennent de chez l'audiologiste, souvent, puis ils me disent, ah, tu sais, mon enfant, c'est comme s'il entendait dans l'eau ou dans une piscine. C'est souvent ça le commentaire que j'ai des parents qui me rapportent. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, c'est quoi l'impact, mettons, sur d'y entendre moins bien, mais c'est quoi l'impact Oui. sur l'audition, là? C'est ça, c'est qu'en fait, comme les sons doivent passer au travers d'une espèce de liquide, ben c'est sûr qu'il y a une sorte de distorsion là, qui va être faite. Donc, le Mm. son est beaucoup moins clair. Hein. Quand on se met la tête dans l'eau, on va entendre qu'il y a des gens qui nous parlent, des fois sur le deck de piscine, par exemple, Mhm. mais on ne serait pas capable d'avoir une conversation pour comprendre qu'est-ce qui est dit. Donc, c'est ça, ça va distorsionner, ça va rendre les sons beaucoup plus flous. Fait que c'est à ce moment-là que ça devient peut-être moins approprié de faire certains types d'exercices, là, mettons en Mhm. orthophonie, si les Mhm. enfants sont très, très congestionnés comme ça, puis qui entendent, comme on dit, dans une piscine. Ça ne Mhm. veut pas dire qu'il faut tout arrêter en Ouais. orthophonie à ce moment-là, mais ça Mhm. demande une certaine adaptation là, des plans d'intervention pour s'assurer qu'on ne travaille pas dans le beurre, finalement. Oui, définitivement. Puis en fait, c'est ce type de titre-là là, que tu sais, les fameux tubes et tout ça là, qui va être mis en. Ça, c'est les ORL qui mettent les tubes. Mais Oui, est-ce que c'est dans ces cas-là ou. oui, ben tu sais, à la base, c'est ça. C'est sûr que tout ce qui est prise en charge de chirurgie, ça demeure d'expertise ORL, mais généralement, on va voir les tubes pour deux raisons. Les enfants qui vont faire des otites infectées à répétition, Mhm. souvent dans des otites perforées aussi, on va Mhm. préférer mettre un tube parce qu'on veut pas que le tympan perfore de façon répétée parce qu'à un moment donné, ben, ça peut avoir de la misère à cicatriser, puis après ça, on peut se ramasser avec des perforations persistantes et tout ça. Fait que dans Mhm. un contexte comme ça, pour des fois aussi éviter certains types de traitements antibiotiques parce qu'il y en a déjà trop eu, mais tu sais, ça, c'est Mhm. vraiment l'évaluation médicale là, que ça Mhm. prend dans cet aspect-là. Sinon, on va voir ça effectivement, la pose de tube, beaucoup dans des contextes de liquide derrière le tympan là, qui Mhm. se serait épaissi parce qu'à un moment donné, quand c'est trop épais, on peut plus essayer de le faire sortir par la trompe d'Eustache, Mhm. c'est trop dense. Donc, il faut qu'il y ait une petite chirurgie à ce moment-là là, pour faire un autre petit trou d'aération finalement. Fait que l'ORL Ok. va aller aspirer le liquide, poser un petit tube de ventilation, puis à ce moment-là, ben, l'enfant devrait récupérer l'audition. Là. Parfait, super. Puis en fait, tu disais tantôt, c'est un peu sournois, on s'en rend pas toujours compte, ça arrive graduellement. Est-ce qu'on devrait toujours faire évaluer les enfants? Tu sais, nous, on les réfère quand ils viennent en orthophonie, mais est-ce que d'emblée, on devrait faire voir notre enfant en audio? Nous, ce qu'on recommande, là, c'est que, tu sais, maintenant, de plus en plus, tu sais, dans les différents centres hospitaliers, accoucheurs ou les maisons de naissance, bon, Mhm. il y a les régions, la plupart des régions maintenant ont le dépistage auditif là, de la surdité, Ouais. ce qui fait qu'on est capable avec ça d'éliminer des pertes auditives quand même sévères, Mhm. profondes, mais ça élimine pas les pertes légères, ces dépistages-là. Fait que Ok. moi, ce que je dis aux parents, c'est si vous avez eu un test de dépistage qui a été réussi, puis que votre enfant a aucune difficulté sur l'acquisition
acquisition du langage, il n'y a pas d'inquiétude sur l'aspect auditif comme tel. Tu sais, il a l'air de bien comprendre, il a l'air de bien entendre, il n'y a personne dans l'entourage qui émet des inquiétudes. Puis, il n'y a pas vraiment d'histoire d'otite ou de liquide derrière le tympan. Ben, je recommande au moins une évaluation complète avant l'entrée scolaire pour être sûr qu'il n'y ait rien de problématique. Puis après ça, ben, souvent quand les enfants vieillissent, s'il y a des changements, ils vont être en mesure de nous le manifester. Ouais. Pour les enfants qui ont des difficultés langagières, ça devrait être systématique à mon avis parce qu'on ne peut jamais exclure qu'il y a quelque chose. Même si le test auditif à la naissance, le dépistage a été réussi, dans des rares cas, il peut y avoir des surdités qui progressent dans le temps aussi. Fait que c'est pas une garantie à 100% qu'il n'y a pas de perte auditive qui s'est installée là, par la suite. Donc, toutes les histoires d'otite aussi. Fait que du moment que les enfants font quand même quelques otites, qu'il y a un suivi ORL qui est amorcé dans cet objectif-là, nous, c'est sûr qu'on recommande au moins une évaluation avant et après s'il y a une chirurgie ou une intervention médicale là, qui est faite. Puis dans tous les cas où on aurait des inquiétudes aussi au niveau développemental plus global, des interactions, mettons, sociales un peu inadéquates, on a des questionnements là, plus au niveau du développement global, c'est sûr qu'à ce moment-là aussi, il faut éliminer qu'il y ait une perte auditive qui vienne participer là, au profil là, qu'on voit finalement. OK, parfait. Merci. Puis, je voulais savoir un peu, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, ça a l'air de quoi une évaluation en audiologie? Comment ça se passe? Oui, ben dans le fond, il faut savoir que les évaluations, tu sais, en clinique privée ou en centre hospitalier, tu sais, de région, là, habituellement, là, fait qu'on va exclure, mettons, les grands centres diagnostiques. On peut évaluer les enfants à partir de l'âge de 6 mois. On a des techniques qui sont adaptées. Puis chez nous, à la clinique, on va les voir à 2 professionnels jusqu'à l'âge de 5 ans pour maximiser les réponses, l'attention et tout ça. Donc, on fait ça sous forme de jeu. Donc, pour les adultes, s'ils ont déjà passé un test d'audition, ben, on leur demande d'appuyer sur un bouton quand ils entendent un son. Chez l'enfant, c'est sûr qu'on ne fera pas ça comme ça. Donc, chez les tout petits, c'est vraiment du conditionnement visuel qu'on appelle. Fait que dans le fond, si l'enfant entend un son, on va conditionner sa réponse à se retourner vers une boîte là, avec des animations visuelles, là, des toutous, des marionnettes, il va y avoir des petits sons. Donc, c'est vraiment un renforçateur où l'enfant ne doit que tourner sa tête, en fait, là, pour nous donner sa réponse, finalement. Chez les enfants un petit peu plus vieux, donc généralement, là, vers l'âge de 2 ans et demi, on va être en mesure de commencer à faire ce type d'évaluation-là. C'est vraiment un conditionnement par le jeu qu'on appelle. Donc, c'est moteur. L'enfant, on va prendre n'importe quel jeu. Là, on peut imaginer une tour d'anneaux là, très simple là, qu'on utilise chez les tout-petits. Mais on lui fait comme écouter l'objet en question. Puis quand il va entendre un son, il va pouvoir venir faire le jeu, finalement. Fait qu'il y a vraiment un conditionnement qui est fait comme ça. Et nous, on est en mesure de savoir quand est-ce qu'il répond adéquatement, puis quand est-ce qu'il répond pas adéquatement aussi. Il faut savoir que les évaluations sont toujours faites à 2 professionnels. Donc, la majorité du temps, avec un autre audiologiste dans la cabine qui va vraiment superviser là, le port des écouteurs, tout ce qui est le renforcement au niveau de l'enfant, puis l'audiologiste qui va être là, vraiment aux commandes des machines ou des équipements là, pour envoyer les sons et tout ça. Fait que globalement, c'est ça, c'est vraiment adapté. Puis on a plein d'autres tests complémentaires là, qui nous permettent justement d'aller voir différents autres aspects là, du système auditif. Donc on se valide un petit peu aussi avec d'autres informations. C'est sûr que chez les enfants, la réponse va vraiment être en fonction aussi de leur capacité à faire et à comprendre la tâche, leur collaboration et leur niveau d'attention. Fait que, tu sais, chez des enfants qui ont des multiples enjeux, ben c'est sûr que des fois, ça ne sera pas en une évaluation qu'on va avoir tout. Hein. Ça se peut qu'on doive se reprendre 1, 2, des fois même 3 fois pour avoir un profil auditif complet. Mais dans la majorité des cas, c'est très rare qu'on va ressortir avec aucune information. Vraiment zéro, zéro. OK, intéressant. Puis tantôt, tu parlais d'une cabine, parce Oui. que pour toi, c'est très clair, la cabine, c'est comme la petite salle insonorisée, là, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est notre milieu de travail. Donc, on veut être vraiment dans un milieu où il n'y a pas de bruit ambiant. Donc, c'est vraiment comme une espèce de grosse salle insonore là, qui ressemble un peu à une cabine d'enregistrement audio, là, finalement. Là. Donc, c'est ça. OK, super, excellent. Puis, ben, je voulais te parler peut-être d'un autre sujet, peut-être
là, j'allais dire pour les enfants plus grands, mais j'imagine qu'on évalue ça quand les enfants sont plus grands, le fameux trouble de traitement auditif. Oui. Oui. Fait que, premièrement, parce que c'est quelque chose dont on entend parler peut-être moins souvent que d'autres. Moi, je vais dire que d'autres difficultés, là, dans le sens où, je sais pas à quel point les personnes qui sont pas dans notre domaine, dans notre milieu, ou qui ont des enfants qui sont passés par là, ou qui ont eu ces défis-là, savent de quoi il s'agit. Fait qu'est-ce que tu peux nous dire, en gros, c'est quoi un trouble de traitement auditif? Oui, ben dans le fond, on va essayer de comprendre un petit peu à la base, là, comme le test d'audition, quand on le fait dans la cabine là, pour aller voir si l'enfant entend ou même un adulte va entendre ou pas les sons, c'est un test de détection. Fait qu'on veut juste savoir s'il y a un son, oui ou non. OK? Mhm. OK. Une fois que le son, il est entendu, il est perçu par nos oreilles, ben, il va être envoyé dans les parties du cerveau qui s'occupent du traitement auditif. Mhm. Donc, le traitement auditif central, c'est le traitement qu'on va faire des différents sons qu'on va entendre en fait dans la vie de tous les jours. Donc, Mhm. comment est-ce qu'on est capable de savoir que le son qu'on entend, c'est de la musique, un bruit de Mhm. ventilation, de la parole, tout ça? Ben, c'est parce que au niveau de notre cerveau, il y a un traitement qui est fait. Fait qu'à la base, Mhm. le traitement auditif central, c'est ça. OK. Quand on parle d'un trouble de traitement auditif central, ben, c'est parce Mhm. qu'il y a vraiment des enjeux au niveau de ce traitement-là. OK. Donc, c'est quand même assez vaste. Là, on pourrait faire vraiment beaucoup de temps là-dessus, mais Ouais. globalement, la grosse difficulté qui va souvent ressortir dans ces évaluations-là, c'est des enfants qui vont avoir une grande difficulté à comprendre dans un environnement auditif bruyant. Par exemple, une classe où il y a Mhm. beaucoup de bruit de fond, généralement là, les amis qui parlent, tu sais, c'est peut avoir des bruits de ventilation, des fois on peut ouvrir les fenêtres, entendre des choses à l'extérieur comme un bruit de circulation routière ou des choses comme ça. Ben, il Mhm. faut savoir que notre cerveau, ben, il traite tous ces sons-là en même temps, puis des fois, quand il y en a trop, ben, ça bouchonne. Ça fait un peu comme un bouchon de circulation, finalement, puis ça se rend pas où est-ce que ça devrait se rendre. Fait que là, pour un enfant qui est encore en acquisition de ces habiletés-là, parce que ça va maturer jusqu'à l'âge de 12-14 ans. Fait que c'est vraiment un OK. Quand processus même. qui est en maturation jusqu'à l'adolescence, là, essentiellement. Donc, il faut comprendre que les enfants vont avoir beaucoup plus de difficultés à traiter du bruit de fond, donc à comprendre dans un environnement où il y a du bruit de fond qu'un adulte. Donc, le bruit de ventilation, le bruit du frigo. Tu sais, Mhm. des fois, notre frigo, il fait du bruit. Mhm. Mais si on essaye de faire des devoirs avec un enfant, par exemple, à la salle à manger, pendant que papa est en train de cuisiner, la fan fonctionne, puis qu'on a le petit frère qui regarde ou qui joue avec un jeu sonore, Mhm. l'enfant, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au niveau auditif. Fait que la consigne ou l'information que son parent pourrait transmettre pendant qu'il fait ses devoirs pourrait devenir excessivement difficile à comprendre. Fait que OK. ça, c'est vraiment là qu'on va voir un petit peu plus des lacunes à ce moment-là. Fait que souvent, ça va se répercuter là, chez des enfants qui vont avoir un faible niveau d'écoute en classe. Ils vont toujours avoir l'air d'être distraits. On va souvent Mhm. le confondre ou en tout cas Mhm. le mettre dans un portrait de difficulté attentionnelle, là, TDAH par exemple. Parce que l'enfant, à un moment donné, quand il faut qu'il fournisse un trop grand effort de façon soutenue et prolongée, ben, à un moment donné, il va juste décrocher. Mhm. Fait que quand on fait l'évaluation de ce traitement auditif-là, ben, ça nous permet des fois de cibler exactement la difficulté, elle est où pour l'enfant, puis d'amener là, des adaptations pour compléter des fois les plans d'intervention qui sont déjà en place au milieu scolaire, là. OK. Super intéressant. Puis, tu sais, j'imagine que ça peut se confondre aussi avec des difficultés au niveau de la compréhension comme telle. Tu sais, comme nous, en ortho, des fois, on va évaluer ben, la compréhension. C'est sûr que nous, on est dans un local isolé avec une phrase à la fois. Fait que théoriquement, quand il va faire notre évaluation, l'enfant, il n'y aura pas de difficulté parce que ça va être assez centré sur notre voix, je présume. Exactement. OK. Souvent, dans des contextes un à un, les enfants vont être très bons. Fait que OK. souvent, on va pas soupçonner non Mhm. plus. Tu sais, c'est pas des enfants qui vont avoir des comportements de type surdité Mhm. nécessairement. C'est Mhm. vraiment des enfants qui vont avoir des profils beaucoup plus, c'est ça, d'inattention, décrocher rapidement.
Puis tout ce qui est apprendre par l'audition, c'est très difficile. Ils vont avoir besoin de beaucoup de support visuel, des choses comme ça. Fait que oui, dans un contexte, mettons, préscolaire, ça se questionne moins. C'est plus chez Mhm. les enfants avec plus des difficultés d'apprentissage là, qu'on va le soulever. Puis c'est ça, ils peuvent prendre un certain retard. Le retard de maturation peut se reprendre dans le temps. Puis on va Mhm. parler vraiment du trouble, c'est ça, plus à l'adolescence, là, si on voit que le retard n'a jamais été rattrapé, là, finalement. OK. Puis c'est intéressant ce que tu dis de mieux comprendre parce qu'en fait, même si notre enfant n'a pas de trouble, si on le met dans une situation où il y a beaucoup de bruit ambiant, on le met dans une situation difficile pour lui, là. En tout cas, pas idéal pour ses apprentissages ou tout ça, là. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que on pourrait en nommer plein là, des endroits qui sont inadéquats là, pour les enfants, mais tu sais, c'est quand même important de garder ça en tête là, que chez les plus petits, là, ça se pourrait qu'ils vous demandent de monter le volume de la télévision, pas parce qu'ils sont sourds, mais juste parce que le bruit ambiant autour les dérange, fait qu'ils ont besoin de compenser cette Ouais. problématique-là comme ça, là. Fait que on peut Uh-huh. tolérer des fois un petit peu plus de volume chez les enfants plus jeunes, Uh-huh. mais si ça se répercute dans d'autres sphères de la vie, ça serait important de le faire évaluer, là, finalement. OK. Super. Puis ça, en fait, ça se fait évaluer, j'imagine, en clinique privée. Genre, on a un doute, on contacte une audiologiste. Oui, tout à fait. Fait que ça, dans le Ouais. fond, c'est pas tous les bureaux qui vont le Mhm. faire. C'est quand même des tests qui sont, faut être équipé, là. Donc, oui, en clinique privée, on le fait. Et il faut le faire dans la langue maternelle de l'enfant le plus Mhm. possible aussi. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui serait dans un contexte bilingue espagnol-français, ben, c'est sûr que moi, je le ferais pas parce que j'ai pas des tests d'évaluation en espagnol, tu sais. Puis Mhm. de fait d'évaluer en français, ben, pourrait fausser là, les résultats, par exemple. Mais sinon, dans certains centres hospitaliers vont l'offrir aussi. Il faut vraiment se renseigner auprès des différentes instances là, où est-ce qu'on est. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi de ces tests-là, j'ai des fois des orthophonistes qui vont me demander l'évaluation de l'audition centrale dans un contexte aussi de plus de discrimination auditive. Ouais. Donc, on a évalué l'audition périphérique, donc vraiment la détection là, pour revenir aux fréquences là, qu'on Mhm. parlait au tout début. Quand on Ouais. sait que l'audition périphérique, elle est normale, bien, là, on va aller évaluer un petit peu l'audition centrale pour voir en fait si l'enfant va percevoir adéquatement dans le traitement si Uh-huh. un son est grave ou aigu, par exemple. Parce que si Mhm. un son grave et aigu n'est pas bien différencié, ça se pourrait qu'au niveau des sons de la parole, bien, pour lui, ça soit plus flou parce que tous Mhm. les sons de la parole ne sont pas dans les mêmes fréquences. Même chose aussi, des sons courts ou des sons longs. Donc, notre système auditif a une certaine capacité au niveau de la résolution temporelle, donc savoir quand est-ce qu'un deux sons arrive versus un seul son, par exemple. Et si notre système n'est pas capable de faire ça assez vite, ben on ne saura pas si c'est une consonne ou une voyelle qui va Mhm. être en fait prononcée parce que les voyelles sont plus longues que les consonnes au niveau de la sonorité. Fait que si on n'a pas cette résolution-là, ben on ne sera pas capable d'identifier adéquatement non plus quel son de la parole a été présenté. Fait que dans certains cas bien spécifiques, ça pourrait être un motif de référence là, par une Mhm. orthophoniste aussi. Oui, ben c'est super intéressant parce que souvent, justement, tu sais, je pense qu'on a tendance à référer pour aller voir l'audition périphérique et être sûr que l'enfant Mm. entende bien. Mais tu sais, des fois, on va travailler avec certains enfants, justement, des sons spécifiques, puis ça rentre pas. Puis justement, la discrimination, la perception, c'est des choses que moi, j'encourage souvent à travailler. Tu sais, je donne des formations à des intervenantes, puis je dis, OK, ben, tu sais, avant, est-ce que tu peux voir s'il perçoit la distinction? Tu sais, avant d'essayer de l'amener à produire ce son-là, de ne pas faire des erreurs, là, des confusions entre les sons, mais est-ce qu'il perçoit la différence? Mais tu vois, me dire, OK, mais si ça fonctionne vraiment pas, peut-être qu'il y a Ouais. quelque chose d'autre en arrière de ça qui est plus. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête puis d'être conscientisé à ça. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est pas les premiers tests qu'on, tu sais, on demande pas cette batterie de tests-là de Ouais. façon systématique au début, mais c'est vraiment dans un contexte où les difficultés vraiment persistent ou Uh-huh. résistent un petit peu là, à l'intervention, ben, pour justement être sûr qu'il n'y a pas autre chose de sous-jacent là, qui expliquerait ou qui participerait aux difficultés de l'enfant, là, finalement. OK, parfait. Fait qu'en fait, on en a glissé un petit peu un mot tantôt, là, mais tu sais, quand l'enfant est dans une situation où, là, je vais le dire dans mes mots, tu rediras ça peut-être mieux après moi, mais je vais le dire comme une perte auditive temporaire ou une perte auditive qui est en lien avec du liquide ou quelque chose comme ça, une otite.
on va pas nécessairement, tu sais, on peut quand même continuer à le stimuler, tu sais, parce que ça aussi, tu as glissé un petit mot tantôt, on va pas nécessairement arrêter, mais c'est des choses que j'ai déjà entendues, malheureusement, puis on veut peut-être un peu démystifier tout ça. Ça veut pas dire on attend avant d'aller consulter parce que en ce moment, il entend pas bien. Je sais pas, moi, je serais d'avis qu'il y a plein de choses qu'on peut essayer de mettre en place en attendant sans nécessairement les stimuler des sons vraiment très spécifiques au niveau de la production des sons, là, mais en tout cas, je pense. As-tu un avis là-dessus? Ben oui, puis tu sais, j'en ai déjà discuté justement avec d'autres orthophonistes. Souvent, on se dit en fait les enfants qui ont une privation par rapport à l'audition comme ça, donc une privation sensorielle temporaire, ben il faudrait augmenter en fait, tu sais, la fréquence de stimulation en fait, parce que Mhm. comme ils sont déjà à risque d'avoir un retard parce que la perception est pas optimale, ben idéalement, il faut renforcer encore plus les bonnes habitudes, là, puis justement s'assurer de donner les bonnes façons de continuer à travailler parce que le liquide n'apparaît pas Mhm. soudainement et s'en va soudainement Mhm. juste quand on va chez le médecin ou Mhm. chez l'audiologiste. Là. Ça peut Mhm. être très fluctuant. Fait que dans une consultation en audio, on peut dire, bon, votre enfant a du liquide aujourd'hui, mais dans 3 semaines, la situation peut être un petit peu Mhm. meilleure, puis le revenir un petit peu pire, et ainsi de suite. Fait que Mhm. de dire on arrête tout complètement, c'est pas aidant pour l'enfant parce que là, il va se ramasser privé à 100% de ce qui pourrait l'aider. Fait que Mhm. si au travers des semaines, on continue à renforcer puis à stimuler ce qu'on a à travailler, ben Mhm. on est d'avis qu'il y a peut-être des moments où il va être capable de bénéficier un petit peu plus de ces interventions-là, peut-être des semaines un petit peu moins, Mhm. mais en bout de ligne, on va peut-être éviter que le retard soit encore pire. Encore pire, oui. Mhm. Puis c'est, tu sais, surtout pour les tout petits aussi, de s'assurer que justement, là, les parents à la maison ont la bonne façon de renforcer, en fait, les bonnes stratégies là, de stimulation globale. C'est Mhm. sûr que c'est jamais perdu, tu sais, Mhm. Ben, ultimement. c'est exactement ce que je voulais dire avec ma casquette de personne qui fait de l'accompagnement parental. Tu sais, pour moi, mes premières interventions sont auprès des parents, tu sais, Mm, comme tel. Fait que mon premier client, c'est toujours le parent, puis comment il agit avec son enfant, puis mm, comment il va utiliser les stratégies dans son quotidien, comment il va stimuler. Fait que tout ça, c'est bon à vie, là, après, puis avec tous les enfants, à la limite. Fait que tout cet aspect-là, pour moi, c'est important de continuer à le mettre en place, puis de continuer à se pratiquer, puis justement à stimuler le plus possible. Parce que, je veux dire, les bouts qui captent ou ce qui est capable de percevoir, d'entendre, puis comme tu dis, en plus que ça fluctue, pour moi, c'est encore plus important là, de continuer à essayer de mettre les choses en place pour les soutenir. Là. Oui, puis tu sais, si on pousse même un petit peu plus loin, tu sais, je suis sûre que tu as déjà parlé des différents précurseurs au niveau du Ouais. langage. Mhm. Ben, ces précurseurs-là, pour les travailler, on n'a pas, tu sais, Mhm. le fait que l'enfant entende pas bien ou entende bien, ça n'a pas nécessairement d'implication comme telle, tu sais. Ouais. Fait que on peut vraiment travailler sur les fondations pendant qu'on est en train d'essayer de régler le problème de Mhm. liquide derrière le tympan en parallèle. Puis justement, tu sais, que l'enfant bénéficie de l'intervention le plus tôt possible. Ouais. Super intéressant. Ben moi, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé puis que toi, tu jugeais important de mentionner? Oui, ben en fait, j'aimerais ça peut-être un petit peu juste lancer aux parents ou aux gens qui écoutent le podcast, en fait, les Ouais. différents impacts là, qu'on pourrait avoir au niveau de la perte auditive, là, Mhm. qu'elle soit légère ou plus importante. Ouais. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est qu'à partir du moment où l'enfant n'a pas une audition qui est optimale, donc qui entend parfaitement bien tous les sons, il va devoir fournir un effort d'écoute, une attention auditive, plus. Là. Vraiment, ça va gruger beaucoup au niveau de l'attention. Donc, c'est pas rare qu'on va voir chez les enfants une très grande fatigue à la fin d'une journée. Donc, Mhm. des comportements, mettons, qui sont peut-être moins présents la fin de semaine, mais les soirs de semaine après l'école ou après une journée à la garderie, là, complètement non fonctionnel à la maison, mais c'est peut-être qu'il a fourni un très grand effort pour être capable de fonctionner, de communiquer dans son milieu dans la journée, où est-ce qu'il y avait du bruit et que c'était Mhm. difficile. Il arrive à la maison, il n'est plus en mesure là, de contrôler là, ce qui lui reste d'énergie. Donc, la très grande fatigue, ça peut être un des indices qu'on ne soupçonnerait pas d'une perte auditive, même Mhm. légère. Chez les enfants aussi, on peut avoir une baisse au niveau des interactions sociales. Ça, on voit ça des fois chez les enfants qui ont des petites surdités légères, qui sont permanentes. Puis quand on met les appareils auditifs,
Ben, des fois, les parents vont nous rapporter que l'enfant va être plus attiré vers les autres, il va avoir une meilleure estime personnelle. Donc, tu sais, des fois, c'est des petites choses, mais ça va vraiment améliorer au niveau des interactions sociales. Mhm. Les enfants peuvent avoir l'air inattentifs, si on en a déjà parlé, peuvent Mhm. avoir des problèmes de comportement accrus parce que Mhm. l'effort d'écoute est trop important et ils peuvent avoir une baisse d'intérêt aussi. Donc, tu sais, un enfant qui entend pas bien n'aura pas tendance à garder son intérêt sur ce qu'on essaye de lui faire écouter ou ce qu'on essaye de lui dire. Donc, c'est sûr Mhm. que s'il décroche tout le temps du moment que c'est auditif, mais que visuel, c'est super attirant ou attrayant, ben ça vaudrait peut-être la peine de se poser des questions à ce moment-là. Hmm. Super intéressant. Puis t'en parles, puis tu sais, je trouve qu'on pourrait vraiment confondre plein de choses dont tu parles avec d'autres défis, comme justement des difficultés attentionnelles, puis tout ça. Il y a plein de choses qui ressortent là-dedans, où, tu sais, au niveau de la Mhm. gestion du comportement, où, tu sais, être toute la journée à la garderie, ben oui, il y a beaucoup de bruit, il y a aussi beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens dans notre bulle, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la gestion des émotions. Fait il y a plein de choses qui se passent pour les petits cocos, puis tu sais, peut-être être plus attentif. Tu sais, justement, je pense que c'est important qu'on comprenne ça parce que c'est peut-être pas la première chose sur laquelle on va se questionner. Tu sais, quand notre enfant vit ce genre de défi-là le soir qui arrive, qui est fatigué, ou tu sais, tout ça, on va peut-être se dire, ah, ben, tu sais, je sais pas, moi, c'était comme une trop grosse journée au niveau émotivement à la garderie où c'est passé telle chose, puis là, là, il est rendu au bout de son rouleau. Mais je pense que le réflexe, en tout cas, je parle pour moi, mon réflexe n'aurait pas été de me dire, ah, ben, peut-être que ma fille, elle entend pas, ou elle entend pas bien, ou quelque chose comme ça, tu sais. Fait que je pense que c'est super important qu'on en parle pour que les gens soient plus attentifs à ça, plus sensibilisés, en fait, là. Oui, c'est vraiment, effectivement, ça peut se confondre avec plein de choses. Puis la meilleure façon de savoir, ben, c'est de passer le test d'audition. Mhm. Puis j'ai, malheureusement, j'ai des parents, des fois, qui vont me rapporter qu'ils vont émettre des doutes au médecin, puis le médecin va regarder les oreilles, puis il va arrêter l'intervention là. Mhm. Gênez-vous pas pour en parler, tu sais, Ouais. puis demandez une évaluation auditive de votre enfant si vous pouvez pas vous permettre d'aller au privé, c'est sûr qu'il y a des services dans certains hôpitaux qui vont être Mhm. proches de vos milieux de résidence. Il faut juste des fois insister un petit peu plus pour que la demande soit faite, puis souvent, ça vaut la peine. En tant que parent, il faut s'écouter parce Mhm. que souvent notre intuition offre bien des Mhm. réponses. Mais oui. Puis en même temps, tu sais, de ce que j'ai compris, le médecin va pas tant que ça le voir ou pas nécessairement le voir, là, s'il y a quelque chose. Mais il peut pas voir autre chose que s'il y a un bouchon de cire, du liquide ou une perforation. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, il peut pas dire c'est Ouais. quoi le niveau de la perte Ouais. auditive. Mhm. Ça, ça prend absolument Ouais. le test d'audition pour ça. Ouais. Donc, quelqu'un qui répondrait ça, ben c'est dommage, mais ce n'est pas, ce n'est pas une réponse satisfaisante à mon avis. Ouais. Puis, sachez qu'en clinique privée, on n'a pas d'exigence de prescription médicale Ouais. non plus. Des Mhm. fois, ça nous est demandé, là, fait Ouais. qu'on n'a pas d'exigence à ce niveau-là. Uh-huh. Puis je sais que ben, maintenant, il y a plusieurs milieux, si on n'est pas en privé, qu'une référence en orthophonie maintenant, c'est souvent accepté. C'est encore pas officiel, mais officieusement, c'est souvent accepté aussi. Je sais que dans les hôpitaux avec lesquels moi je collabore, là, dans ma région et ma nouvelle région, on peut faire une référence puis c'est accepté quand c'est une référence d'une orthophoniste qui envoie. Fait que, tu sais, juste, ouais, n'hésitez pas à garder ça en tête là, aussi. Exactement. Super! Ben merci beaucoup, Andréane. Je pense que c'était très instructif. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Fait que j'imagine que les parents et autres intervenants qui vont écouter, et sûrement les autres orthophonistes, vont aussi apprendre des choses. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Puis, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Là, je sais que toi, tu es au privé. Où es-tu? Comment peut-on te retrouver ou les autres cliniques? Ouais. Dans le fond, la meilleure façon d'avoir un aperçu de tous les services là, et les points de service aussi qu'on a, c'est d'aller sur notre site internet, donc www.audiologique.ca, donc audiologique QUE, tout simplement, là, puis vous allez avoir accès à toutes les informations et tout ce qui est nécessaire. Et je vais mettre le lien directement aussi dans les notes. Comme ça, les gens ils peuvent juste cliquer. Merci beaucoup pour ton temps. C'était très intéressant d'échanger avec toi.